Comme toutes les légendes africaines, celle-ci aussi pourrait bien commencer par « Il était une fois ». Elle relaterait les aventures d'une jeune et dynamique africaine dont l'ambition était de créer une plateforme de rencontres, d'échanges et de partage entre les acteurs économiques du continent réunis en terre congolaise. L'ambition étant de sortir la coopération sud-sud du simple slogan et de donner aux Africains l'occasion de devenir eux-mêmes les artisans de leur propre développement. Mais cette histoire n'est pas une légende. C'est une réalité baptisée Makutano, entendez rencontre en Swahili. Elle en est même rendue cette année à sa 3e édition qui s'est déroulée du 14 au 16 septembre 2017 à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Le but quand même du Makutano reste le business. Pour faire du business, il faut se connaître. Il faut absolument de la confiance. Et pour ça, il faut se connaître. Donc la première édition, c'était se connaître et savoir si ce besoin était là. Et le succès, si je puis dire, de la première édition nous a convaincus qu'effectivement, on répondait à un besoin. Et la deuxième, simplement, ouvrait ce Makutano à l'Afrique, à la sous-région, panafricanisme, parce qu'il faut absolument mutualiser les expériences. Il faut savoir ce qui se passe à côté, quoi faire ensemble. Il faut des synergies au-delà aussi de ce noyau congolais qui est déjà identifié. 3e édition, il faut parler concret. On avance, c'est vrai, on a identifié, on sait qui, avec qui, qu'est-ce qu'on fait ensemble. Et à la 3e édition, on va essayer de donner des pistes de ce qu'on pense faire, de ce qui est déjà mis en place et d'essayer de voir effectivement qu'est-ce qu'on peut concrètement faire ensemble. Il est bon que les acteurs économiques du continent se retrouvent régulièrement pour échanger. Donc il y a de plus en plus de plateformes d'échange et on apprend à se connaître et à trouver des opportunités les uns chez les autres. On se rend compte qu'on est souvent confrontés au même problème, mais le fait de se retrouver tous ensemble, je pense honnêtement qu'il y a un éveil côté politique par l'émulation et la compétition pour améliorer l'environnement. Donc ça, c'est déjà quelque chose de positif. Mesdames, Messieurs, distingués invités, même si les fondamentaux ne sont pas réunis, nous n'avons pas beaucoup d'autres choix. Nous n'avons pas beaucoup d'autres choix que de nous engager sur cette voie de l'industrialisation et surtout et nécessairement de la réussite. Cette 3e édition du Makutano a été l'occasion pour les différents participants de mettre l'accent de manière concrète sur les problèmes que rencontre l'activité économique en Afrique au sud du Sahara en général et au Congo en particulier. Le partage d'expériences dans l'optique de l'amélioration du climat des affaires, les échanges sur la mobilisation des financements, une meilleure coopération dans le doing business ou encore l'impact du leadership féminin sur le développement économique. Voilà entre autres les sujets qui ont meublé les échanges entre les différents participants venus de plusieurs pays du continent. De plus en plus, le gouvernement est en train d'offrir le cadre pour que différentes expertises puissent s'exprimer. Et le Congo est à construire. Le Congo a besoin de capitaines d'entreprise, pas seulement dans le domaine commercial et pas seulement de la consommation des produits qui viennent de l'extérieur, mais surtout de celle de la production intérieure où il y a un marché. Mais on se trompe quelquefois en pensant que nous devons tout le temps dépendre de l'extérieur. 2 apports majeurs, je pense. D'abord, un, c'est commencer à bâtir cette masse critique du secteur privé, donc des acteurs privés qui, plutôt que de se débattre chacun dans son coin, se retrouvent et peut-être de cette manière-là mettre en place un plaidoyer commun. Et puis deuxièmement, c'est de tirer profit des expériences d'ailleurs, parce que quand on est un grand pays comme le Congo, géographiquement je veux dire, on a toujours tendance à vouloir, parce qu'on est assez divers soi-même, on a toujours tendance à vouloir tout régler en interne. Alors que parfois il suffit de s'ouvrir, de regarder autour de soi, de partager avec les autres pays africains de la région ou des régions plus lointaines, pour peut-être trouver des solutions qui existent déjà et qui marchent et qui peuvent être adaptées au contexte congolais. Mais c'est connu, le principal problème du business en Afrique est celui du financement. Le panel consacré à cet effet, auquel prenaient part de hauts responsables de la finance, ne s'est pas contenté de relever les difficultés liées au financement. Il s'est aussi attelé à rechercher des solutions alternatives. Aujourd'hui, quels sont les freins qu'il y a dans le financement des projets? Au niveau de la Société financière internationale, on considère que l'industrialisation est une priorité stratégique pour l'Afrique de façon générale, mais en particulier pour le Congo aussi. Et avant de parler des freins, je voudrais d'abord dire qu'il y a beaucoup de potentialités. Il y a vraiment beaucoup à faire, et surtout dans un pays comme le Congo.
Alors maintenant, il est vrai que le niveau de financement, aussi bien pour nous que pour d'autres investisseurs, n'est pas encore à un niveau à un niveau idéal. On aurait aimé faire beaucoup plus. Nous, on a fait entre 2014 et 2015 plus de 250 millions de dollars, 280 millions de dollars, et avec pratiquement les 2/3 dans le secteur industriel. Les contraintes, c'est que d'abord, il y a la taille des projets. Certains projets sont de taille qui ne nous permettent pas, nous, en tant qu'institution financière internationale, d'intervenir, parce que simplement, ce n'est pas notre vocation. C'est pourquoi nous travaillons avec les banques commerciales et d'autres institutions financières à qui nous accordons des lignes de crédit pour pouvoir intervenir sur ces petits projets. Sur les grands projets qui sont un peu plus rares, les contraintes sont de différentes natures. Il y a la question disons, de la faisabilité technique. Il y a également le problème de l'infrastructure qui fait défaut, et également les questions liées simplement à l'environnement économique qui parfois est également un peu difficile. On traverse une crise et cela rend les investisseurs un peu frileux. Nous sommes disponibles pour financer, mais encore faudrait-il qu'on ait des investisseurs qui soient disposés à investir avec nous et qui veulent notre accompagnement. Il y a une inadéquation entre les ressources collectées par les banques, qui sont des ressources pour la plupart à court terme, dominées par des dépôts à vue, par rapport aux dépôts à long terme, alors que les banques généralement ont besoin des dépôts à long terme pour financer des investissements. Ailleurs, sous d'autres cieux, les banques collectent des dépôts qui tourneraient autour de 25, même à 60% du total des dépôts qui sont des dépôts à long terme, ce qui leur donne la possibilité de faire un peu plus de crédit. Donc la nature également des dépôts collectés par les banques constitue un frein, un obstacle majeur au financement de l'économie. Au niveau de la Banque centrale, nous demandons aux banques d'avoir de l'innovation, de pouvoir attirer un peu plus l'épargne à longue durée, de manière à ce qu'avec cette épargne à longue durée, elles peuvent facilement faire du crédit. Et aussi, ce qui a lié également, c'est que les banques puissent ne pas être frileuses, donc avoir une aversion très élevée par rapport au risque. Parce que lorsqu'on regarde la structure de crédit octroyés par les banques ce sont des crédits qui sont orientés vers les secteurs de commerce, par exemple, et les secteurs d'import-export, qui sont des secteurs pour lesquels les crédits sont à court terme et des secteurs à haute rentabilité. Donc les banques devraient également diversifier les portefeuilles. Mais il est impossible d'envisager le développement économique sans une population en pleine possession de ses moyens et donc en bonne santé. La 3e édition du Makutano a réuni autour d'un même panel des acteurs publics et privés de la santé au Congo. Les échanges ont porté sur la nécessité de briser les cloisons qui existent entre les acteurs des différents secteurs pour un meilleur service de santé publique au Congo. Secteur public, secteur privé, mais le malade n'est ni public ni privé, c'est tout simplement une personne humaine qu'il faut soigner. Mais en fait, le problème, c'est un problème de ressources, un problème de réglementation. Donc il faut bien se mettre ensemble, que les opérateurs privés et disons du domaine public se mettent ensemble. Nous avons voulu parler tout simplement des soins de santé. Que ces soins de santé viennent du secteur privé ou du secteur public, mais en fait, comme je disais, le patient n'est ni privé ni public, c'est tout simplement une vie humaine, donc il faut prendre en charge. Il faut d'abord éliminer des épidémies, mais sans oublier qu'il y a des personnes qui meurent, beaucoup de personnes meurent par des maladies aiguës, des maladies chroniques. Donc tout est lié. Tout en fait lié, qu'il s'agisse bien sûr en priorité de toutes ces maladies, comme je dis, des épidémies, mais bien sûr des maladies endémiques. Donc l'essentiel est que chacun soit pris en charge en commençant par la prévention, bien sûr, jusqu'aux soins curatifs et aux soins palliatifs. Nous nous lançons dans un agenda de développement axé sur la couverture sanitaire universelle. Nous nous rendons compte tout de suite que pour arriver à cette couverture sanitaire universelle, il faut travailler principalement sur l'offre des soins, mais aussi la demande. L'OMS venait de réaliser une enquête en 2014, on se rend compte que nous avons une offre à moins de 30% et donc on ne peut pas aller vers la couverture sanitaire universelle. L'enjeu, c'est qu'il faudra justement compter sur un partenariat public-privé pour augmenter cette couverture. Des discussions qu'on a eues, il ressort tout de suite qu'il n'existe pas de cadre opérationnel pour justement décloisonner le partenariat public-privé.
Aujourd'hui, le privé est vu comme un concurrent, le privé est vu comme l'acteur qu'il ne faut pas intégrer. Mais si nous n'arrivons pas à décloisonner, si nous n'arrivons pas justement à éviter ces silos, on n'y arrivera pas. Donc ça, c'est vraiment le premier challenge. Le deuxième challenge, c'est que il faudrait un peu changer de paradigme. Ça veut dire partir sur une vision, on se dit, on est acteur, nous avons la même population, et vous le savez très bien, la RDC compte 1% de la population mondiale, avec son taux de fécondité de 6,6 et son taux d'accroissement de 2,9%, cette population double chaque 25 ans, et là nous attendons déjà à 120 millions d'habitants en 2030, avec 45% constitués des adolescents, et donc une pression sur la demande, n'est-ce pas? Une pression sur les services à créer. Et donc ça, c'est vraiment des changements de paradigme qu'il faut avoir en se disant, nous avons une demande qui augmente, nous devons faire des alliances en amont pour arriver justement à équilibrer et à mettre en place un système satisfaisant. Ce qu'une telle réunion peut apprendre, c'est de décloisonner. Le secteur de la santé est un secteur multisectoriel, et donc en fait, tous les acteurs qui ont un impact sur la santé des populations doivent travailler ensemble de manière concertée et créer une nouvelle dynamique. Le problème des barrières, elles sont parfois mentales. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se dit la priorité c'est la santé aux populations, tous les acteurs, publics ou privés, et même public-privé, c'est artificiel. C'est juste une question de quel est le pouvoir organisateur. Un pouvoir organisateur d'une organisation peut être public ou privé, mais l'essentiel, c'est d'avoir une logique, un esprit de service à rendre à la population. On va commencer à travailler avec l'alliance du secteur privé de la santé. Donc on peut créer ensemble un cadre de concertation permanent pour ensemble avoir une vision commune de cette couverture santé universelle vers laquelle on doit aller pour justement permettre à tous les Congolais d'avoir accès à des soins de santé de qualité accessibles financièrement. Ça, c'est vraiment le critère important. Je veux la discrimination positive. À compétence égale, je veux prendre une femme parce que je veux donner à cette femme une occasion que l'homme peut avoir tous les jours parce qu'on est encore dans des sociétés qui... Généralement considérées comme de second rôle, les femmes ont eu voix au chapitre au cours de cette édition du Makutano où le leadership féminin a été sous les feux de la rampe. Les femmes ont remis à l'ordre du jour le manque de considération dont elles sont très souvent l'objet de la part de leurs congénères de sexe masculin et aussi de l'inégalité de traitement souvent observée entre les deux sexes dans le milieu professionnel, même à compétences et à responsabilités égales. Est-ce que le combat de la femme aujourd'hui n'est pas un peu dépassé? Quel est-il véritablement? Dépassé, je dirais que non, parce que tout ce qui a été partagé durant le panel, ce sont des réalités. Quand une femme DG se plaint d'être traitée comme une secrétaire parce qu'elle a son assistant à côté d'elle, ce sont encore des réalités malheureusement qui existent en Afrique. Et le but de ce panel, c'était justement de dénoncer ces actes, de réfléchir, faire un constat, et puis faire des propositions pour savoir comment en sortir. Donc dépasser, je dirais non. Après, les solutions qui ont été apportées sont plus ou moins concrètes ou pas, peuvent être réalisées à court ou à moyen terme en nous impliquant, ou en impliquant la volonté politique des différents États. Ça maintenant, ça reste à débattre. Mais on l'a dit, il était question au cours de cette édition du Makutano de passer du discours à l'acte. Incontestablement, le panel qui a le mieux atteint cet objectif est celui consacré à l'art. D'abord parce qu'il a réuni plusieurs investisseurs directs à l'instar de Trace Africa, Sony Music Africa, Africell, Warner pour ne citer que cela. Les échanges ont porté sur la possibilité de la mise en œuvre d'une véritable industrie artistique au Congo. Ensuite, le panel s'est nourri de la présence effective de deux stars congolaises. Mohombi, un chanteur, compositeur et danseur, premier recrue de Red One Records en 2001 en joint venture avec Universal Music Group. De 2004 à 2008, Mohombi faisait partie du groupe de hip-hop suédois Avalon et a sorti son premier single sur eux, Bumpy Ride, en août 2010. Le single est devenu un hit au top 10 dans de nombreux pays européens et a été suivi par son premier album Moven Mint en 2011. C'est un peu le but pour nous aujourd'hui, c'est de vraiment créer un éveil et surtout à apprendre, parce qu'il y a une perception de la musique, surtout particulièrement ici en RDC, que nous devons changer. En étant artistes, nous devons prouver
Nous avons un cas ici à prouver que c'est un métier. Ce n'est pas juste du divertissement, ce n'est pas juste un petit cachet ou un petit concert dans un mariage. Non, la musique est une industrie. L'art, la musique, tout l'aspect culturel est une industrie qui peut contribuer et surtout contribuer dans l'économie dans ce cas ici de la RDC. Je suis seul contre 10 presque. Didier Classe, célèbre marchand d'art et directeur de la galerie éponyme, il est membre de la Chambre des experts en œuvres d'art de Belgique. Depuis 2017, sa galerie a quitté le célèbre quartier du Sablon pour s'établir dans le prestigieux quartier d'art contemporain de la capitale belge et il compte dans sa clientèle de nombreux collectionneurs américains et européens. J'ai entendu un des intervenants parler justement d'économie et que ce qu'a pouvait apporter l'industrie musicale au niveau économique. C'est la même chose exactement dans l'art. Certains pays du Golfe aujourd'hui se munissent de grands musées. Pourquoi? Pour pouvoir promouvoir le tourisme. Le Bénin aujourd'hui vient de réclamer des pièces de leur patrimoine à la France pour pouvoir promouvoir le tourisme. Donc il y a des moyens économiques forts qui peuvent faire en sorte que notre patrimoine culturel peut être un patrimoine qui rapporte financièrement au pays. Une des raisons pour laquelle j'ai fait le déplacement aujourd'hui, c'est de pouvoir communiquer sur mon métier. Les gens n'ont pas une notion exacte de l'étendue et des valeurs financières de notre patrimoine, qui est plutôt aujourd'hui reconnu depuis le début du siècle passé par les primitivismes, par la peinture. Tout le monde sait aujourd'hui que l'art africain a influencé les plus grands artistes modernes de ce monde, tels que Picasso, Derain, Modigliani et les autres. Et cette reconnaissance aujourd'hui est à un tel point que l'art africain aujourd'hui est devenu presque au niveau, en tout cas au niveau valeur, de certains de ces artistes. Tout développement commence par l'art et termine par l'art. C'est primordial. Il va sans dire que pour cette troisième édition, les fruits du Makutano ont tenu la promesse des fleurs. L'événement a pleinement rempli sa mission d'être une plateforme de connexion entre les acteurs économiques du continent de manière globale et congolais en particulier. D'ores et déjà, les regards se tournent vers la 4e édition pour un Makutano qui posera les jalons de l'éclosion économique du continent à travers une fructueuse coopération sud-sud.